Bienvenue dans Talk Afrique sur Médian TV Afrique et merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro. D'ici à 2050, la population africaine va doubler pour atteindre plus de 2 milliards d'individus. L'enjeu sera alors de voir comment nourrir ce continent où près ou plus de 200 millions de personnes seraient déjà victimes d'insécurité alimentaire alors que l'agriculture y est moins productive que dans le reste du monde. Ainsi, certains spécialistes pensent que l'agroécologie peut constituer une réponse pertinente face à l'urbanisation rapide des personnes qui changent notamment leurs habitudes de consommation. Quelles sont les opportunités et avantages qu'offre cette forme d'agriculture? En quoi peut-elle être déterminante quand on parle de développement économique du continent africain? Eh bien, pour en parler, deux invités avec moi sur ce plateau. Il s'agit de Abdourahmane Faye. Abdourahmane Faye, donc, il est ingénieur agronome, zootechnicien, chargé de la formation au ministère de l'Agriculture, au ministère sénégalais de l'Agriculture, expert à l'IPAR. L'IPAR, c'est Initiative Prospective Agricole, c'est bien cela. Rural. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Avec nous également sur ce plateau, Ibrahima Paul Thiaw. Ibrahima Paul Thiaw est donc le coordinateur régional de la Fédération des organisations non gouvernementales du Sénégal. Également, il est le chargé de renforcement des stratégies locales d'adaptation au changement climatique. Merci d'être là sur ce plateau de Médian TV Afrique. Merci, M. Diallo. Alors, on va commencer avec vous, Abdourahmane Faye. D'abord, on voudrait que vous nous expliquiez un peu c'est quoi l'agroécologie. Alors, ça c'est une grande question parce que l'agroécologie, il y a beaucoup de choses qu'on met dedans. Mais pour faire court, l'agroécologie c'est une agriculture qui est conforme et respecte les équilibres écologiques. Quand on fait de l'agriculture qui rompt les équilibres écologiques, les conséquences retombent sur les objectifs que l'on recherche dans l'agriculture. Donc une agriculture écologique, c'est une agriculture qui permet à l'agriculteur de produire, mais dans des conditions qui maintiennent les équilibres écologiques de l'environnement. Une agriculture qui respecte l'environnement. Ça, l'agriculture écologique, c'est ça l'agroécologie. Maintenant, à l'intérieur, on met l'agriculture biologique, etc. Mais tout ça est à distinguer. Une agriculture écologique, c'est une agriculture où on cherche à faire des profits, mais sans créer des risques de menaces de rupture dans les équilibres écologiques. Parce que, vous savez, l'écologie, c'est des équilibres. Si vous allez dans la forêt, dans la savane, vous tuez les lions, ce sont les gazelles qui vont proliférer. Et puis, si les gazelles prolifèrent, il n'y aura plus d'herbe parce qu'ils vont être une charge supérieure à l'herbe que les prairies peuvent donner. Et en ce moment-là, quand il n'y a plus d'herbe, les gazelles aussi vont mourir. Donc, il faut préserver les lions à côté des gazelles, sorte que quand le lion a faim, il prélève une gazelle. Et quand il prélève une gazelle, cette gazelle-là préserve une partie de l'herbe et les choses sont en équilibre et puissent se reproduire. Donc c'est ça l'équilibre écologique. Et c'est ce que l'agriculture est maintenant appelée, je dirais même condamnée à faire désormais parce que par le passé, nous avons connu un type d'agriculture qui a rompu les équilibres écologiques. Dans les équilibres écologiques, dans le sol, pour faire l'agriculture, c'est dans du sol. Ce sol-là, il y a de la vie, mais cette agriculture que l'on faisait nécessitait des apports de produits chimiques extérieurs qui tuaient la vie au niveau du sol. Et quand ça tue la vie au niveau du sol, plus on cherche à produire de l'agriculture, plus il faut en amener. Et à ce niveau-là, maintenant, on en aboutit à une situation où, même quand on amène, ça ne compense plus le fait que le sol est mort. Alors, c'est clair comme explication. Alors, Ibrahima Paul Thiaw, nous venons d'écouter Abdourahmane Faye. Selon vous, quelles sont alors les opportunités ou avantages qu'offre cette forme d'agriculture, notamment sur le continent africain? Oui, mais je pense que si aujourd'hui on continue à produire en Afrique et en milieu rural,
Je ne parle pas de quantité, mais de qualité. C'est parce que nos grands-parents ont toujours pratiqué cette agriculture écologique. Ils ont toujours, en produisant, préservé une partie de la nature qui fait que... Donc, avant de continuer, vous voulez dire que cette forme d'agriculture ne date pas de ces dernières années? Non, non, du tout. C'est ce qu'on a toujours fait. Et ce que Abdourahmane a souligné, c'est des nouvelles connaissances, qu'on dit techniques, qui ont amené des bouleversements sur les pratiques traditionnelles qu'on avait, avec un souci de plus de rendement. Mais de nos façons de cultiver, préserver les ressources naturelles, et c'est pourquoi la dimension de production, l'échelle de l'exploitation familiale est importante. Maintenant, avec tout le souci de mondialisation et de produire plus, mais on ne met pas mieux. Le souci, c'est de produire plus pour que la dimension économique soit plus mise en exergue. Ça amène maintenant une autre forme dans les façons avec l'introduction de la machinisation dans nos terroirs villageois, l'introduction de nouvelles techniques et des pesticides que l'on ne connaissait pas avant, qui ne sont pas produits chez nous. Et tout ça maintenant vient s'insérer dans de nouvelles pratiques avec la dimension économique qui est mise en exergue. Et voilà, tout de suite, nous nous mettons maintenant dans une dynamique difficile à freiner maintenant. Donc aujourd'hui, nos grands-parents ont leur façon de faire, ont leur pratique. C'est pourquoi, dans la définition même de l'agroécologie, des fois il y a des controverses parce que chacun, en fonction du souci qu'il a, vous lui donnez un contenu. C'est pourquoi Abdourahmane l'a expliqué. Scientifiquement, c'est ça, mais c'est dans l'approche, le contenu qu'on lui donne, des fois que les gens changent. Mais nous, producteurs, ce que nous mettons en exergue, c'est de dire, mais attends, tout ce qu'on avait comme valeur, tout ce qu'on avait comme savoir, tout ce qu'on avait comme dimension socio-culturelle et même culturelle de préservation de nos ressources, nous avons commencé à le perdre. Et si nous le perdons, nous ne sommes plus ce que nous étions. Et c'est là le danger. Pour nous, c'est à ce niveau qu'on a le danger. Et l'agroécologie invite à des façons de faire, à des comportements vis-à-vis de notre environnement. Si nos comportements commencent à changer, les repères commencent à changer, alors que nous-mêmes, c'est de cela que nous vivions avant. Et si vous voyez, aujourd'hui, le producteur a tendance à délaisser l'agriculture parce qu'il dit que cette agriculture n'est plus rentable. Mais ce qui se pose le plus de problèmes, c'est ceux qui veulent produire plus et le maximum. Mais vous êtes producteur, Ibrahima Paul Thiaw. Vous l'avez dit tout à l'heure, l'agriculture et les producteurs ont tendance à laisser l'agriculture, estimant que ce n'est pas trop productif. Oui. Mais comment donc assurer cette transition de l'agriculture ou retourner vers l'agroécologie? L'agroécologie, nous la faisons toujours. Le problème qu'on a, c'est un problème de sécurisation de l'exploitation familiale. Parce que l'agriculture, on ne le fait pas entre ciel et terre, on le fait sur des terres. Ces terres ne sont pas garanties pour les producteurs. Donc, tout ce qui assure ces terres, aujourd'hui, pour le producteur, il ne peut pas dire que cela m'appartient. Si nous nous référons au repère d'avant, il disait, ce terroir appartient à mon aïeul, grand-parent ou quelque chose comme ça, donc il a une préoccupation de la préserver. Mais mieux, on vient avec les lois actuelles qui disent que voilà, ce domaine ne t'appartient pas. Tu fais des réserves forestières, tu fais des réserves sur ton terroir. S'il y a une action nouvelle qui introduit la zone, les gens viennent, ils détruisent tous tes arbres. Tu n'as aucun lieu où aller pleurer ça, sans qu'on te reconnaisse ayant protégé ça pendant plusieurs années. Mais tu reviens au point zéro. En fin de compte, tu n'as plus envie de continuer à préserver ça parce que tu sais que ça ne t'appartient pas. Après, on vient te dire, voilà, il y a un service qui est là qui interdit de couper ses ressources, d'exploiter ses ressources. Tu crées un jeu de cache-cache entre toi et ce service-là, donc sur une chose à laquelle tu ne revendiques plus une propriété.
Donc c'est à ce niveau où il y a un jeu de dupes, où les lois sont là, des services sont là pour protéger, alors que ceux qui gèrent réellement les ressources ne sont pas responsabilisés, ne sont pas sécurisés dans la gestion de ces ressources. Et ça pose un vrai problème. On reviendra sur les politiques agricoles. En attendant, Abdourahmane Faye, finalement, quels sont les défis auxquels doit faire face l'agroécologie? Alors, d'abord, c'est un défi de civilisation. Parce que, un défi de civilisation, tout ça à veut fait, dire, tout à fait. Parce que l'agroécologie, c'est le troisième grand changement de l'histoire de l'agriculture. Le premier grand changement, ça s'appelait la révolution agricole. Ça s'est passé au XVIe siècle. Le deuxième grand changement, ça s'appelait la révolution verte. Ça a démarré en 1945. Et le troisième grand changement, je pense qu'il est en train de démarrer. Et c'est avec cette agroécologie. Quand un monde change, il faut, moi je suis un formateur, il faut d'abord préparer les hommes. C'est les hommes qu'il faut préparer à cette nouvelle civilisation d'agroécologie. Pour qu'on comprenne que, parce que c'est vrai, maintenant on parle de transition, c'est bien, parce que quand on dit transition, ça veut dire on fait un passage maîtrisé d'un modèle vers un autre. Quel était l'ancien modèle? Quel est le prochain modèle? Et pour qu'on sorte d'une situation pour entrer dans une nouvelle situation. Ça, les hommes et les femmes doivent être préparés. Pour moi, c'est le premier grand défi. La formation. Oui, c'est la formation, l'éducation, la sensibilisation, etc. Mais la formation, ce n'est pas seulement de dire il faut amener tout le monde à l'école. Non. C'est-à-dire il faut que tout dans les systèmes humains accepte de mettre au centre cette problématique de l'agroécologie. Il faut qu'on comprenne pourquoi ce qu'on faisait avant ne peut plus continuer. Pourquoi il y a des avantages à aller vers autre chose. Et maintenant, vers ce qu'on doit aller, c'est quoi très clairement? Parce que en Afrique, la question peut... Moi, j'ai participé à des discussions où j'ai le sentiment que les choses ne sont pas claires dans l'esprit des gens. Voilà des gens qui te disent l'Afrique aurait dû négocier des moratoires parce que l'Afrique n'est rien dans cette affaire-là. Parce qu'ils te disent, à travers le monde, l'agriculture consomme 120 kilos d'engrais sur l'hectare. Et ceux qui ont le plus détruit leur terre, ils sont à 150-200 kilos. En Afrique, on est à 7 kilos à l'hectare. Au Sénégal, on est à peu près à 12 kilos. Donc, si on réduit cette agroécologie au simple fait qu'il faut réduire les quantités d'engrais qui sont consommées, on est à côté de la plaque. Parce que là où les questions agroécologiques constituent une grosse contrainte pour les sociétés, ce n'est pas là où ça a le plus détruit, mais c'est en Afrique. Parce que c'est en Afrique où, là où on est né dans un environnement où tout était vert, beaucoup d'eau, etc. Aujourd'hui, on va là-bas, mais à perte de vue, il n'y a plus rien. Et pourtant, on n'utilise pas exagérément des engrais. C'est parce que aussi, cette forme d'agroécologie, elle se pose autrement. Avant, comme il l'a dit, quand on cultivait ces terres, on avait à côté ces animaux. Et après, quand on enlève les cultures, on amène les animaux qui restituent tout ce que les cultures ont pris. Ben, ces animaux-là, parce qu'ils allaient dans la brousse, ils consommaient l'herbe de la brousse, et après, ils venaient, ils faisaient le fumier dans le... Ça ne suit parce qu'il n'y a plus de brousse. Quand il n'y a plus de brousse, il n'y a plus d'animal. Ou bien il y a de moins en moins d'animaux. Donc il y a de moins en moins de restitution, alors qu'il y a de plus en plus de prélèvements. Pour compenser ça, même si on apporte des fertilisants, même si ce n'est pas en quantité exagérée, parce que c'est relatif, même si ce n'est pas en quantité exagérée, eh bien, on peut avoir les conséquences qu'on a ailleurs. Parce que s'il n'y a plus d'humus, tout ce qu'on apporte sur le sol, c'est comme du sable qu'on met dans un tamis. C'est-à-dire ça passe directement. Et ça passe où? Ça passe dans les nappes d'eau. Et c'est là-bas qu'on creuse nos puits pour boire. Donc, on a de vrais problèmes d'agroécologie. Maintenant, la question qui se pose et le défi qui se pose à l'Afrique, et seulement à l'Afrique,
c'est que cette question s'impose à un moment donné où presque le monde entier a achevé ce qu'on appelle la transition démographique. C'est-à-dire, la croissance de la population, elle est arrêtée. La population est la même presque sur 10 ans. Ici, tous les 20 ans, la population double. Donc, on a de plus en plus besoin de nourrir des populations. On a de plus en plus besoin de produire. On a de plus en plus besoin de produire. Et nos systèmes de production sont de moins en moins performants. C'est là où le défi pour l'Afrique est unique. Et c'est là où il faut chercher des solutions uniques pour l'Afrique. Comment est-ce qu'on peut concilier cette nécessité de continuer à augmenter nos productions agricoles, mais tout en maîtrisant maintenant les équilibres agroécologiques, les équilibres écologiques. Ça, c'est tout un problème et c'est ça qui fait que je dis, seuls les hommes, chacun là où il est et dans ce qu'il fait, une prise de conscience collective peut amener ce résultat-là. Après, on dira, oui, c'est parce que c'est un formateur qui le dit, etc. Mais c'est au-delà de la formation. Je viens de dire, c'est une question de civilisation. C'est-à-dire, il faut que les mentalités se retournent vers ça et qu'on sache que produire, ce n'est plus avoir des semences sélectionnées, avoir des engrais, avoir un tracteur, etc. et avoir son champ. Et après, maintenant, on fait, et tout le reste, on produit. Quand on produit, on a un prix qui est garanti, on va le vendre là-bas et puis on attend l'année prochaine pour... Ce n'est plus ça. C'est comme il l'a dit, ça intègre également la consommation. Parce que j'ai donné l'exemple du lion tout de suite. Quand on ne fait pas comme les lions, le lion, quand il a faim, il tue un animal, il mange. Quand il n'a pas faim, il peut dormir à côté de l'animal, il ne le touche pas. Mais nous, voilà, c'est pas comme ça. Plus on en a, plus on en veut. Et à un moment donné, on est même tenté de surproduire pour conserver au cas où il y aura des problèmes. Donc, c'est ces comportements qui doivent évoluer. C'est clair. L'enjeu, il l'a rappelé, avec l'urbanisation rapide, cette démographie galopante, notamment sur le continent africain, l'enjeu sera de nourrir, ou de voir comment nourrir ces millions de personnes, comme je l'ai dit à l'entame de cette émission, qui seraient victimes d'insécurité alimentaire. Donc vous pensez, comme certains spécialistes l'ont pensé d'ailleurs, que l'agroécologie peut constituer une réponse pertinente à la lutte contre la pauvreté ou l'insécurité alimentaire? Oui, moi je pense que il ne faut pas qu'on fasse des mots, des éléments de mode. Aujourd'hui, on dit agroécologie. Avant, comme il l'a dit, ces différentes révolutions, souvent on sort un mot générique sur lequel tout le monde donne du contenu, alors que les acteurs qui étaient là sont là. Qu'est-ce qui a fait qu'on est arrivé à cette situation? C'est à ce niveau qu'on doit poser la question et de plus en plus nous donner confiance. Aujourd'hui, tout le monde qui parle de l'agroécologie, est-ce qu'avant, ils ont travaillé à ce qu'il y ait harmonie? Les seuls acteurs qui étaient dans cette dynamique, c'est les producteurs qui vivaient avec les ressources. Les autres venaient ponctionner aux besoins et repartir, parce que leur objectif était autre. Maintenant, par rapport à une même situation, si on a des acteurs très différenciés, mais qui ne s'entendent pas sur les objectifs par rapport à l'exploitation de la ressource, elle va partir. Maintenant, le revers, c'est que celui qui vivait avec la ressource, c'est celui qui va peiner le plus. C'est aujourd'hui ce que vivent les producteurs. Parce qu'en matière de vulnérabilité, c'est les producteurs qui subissent. Théoriquement, les gens peuvent te démontrer qu'il y a des conséquences qui risquent au niveau mondial, ainsi de suite. Mais il ne faut pas qu'on pose le problème de façon à ce que tout le monde ait peur. Non, les gens, malgré tout, parce que le producteur, au niveau de son exploitation familiale, malgré tout, il trouve des mécanismes pour combler les besoins dont il a. Bien que ça peut être difficile, des fois contraignant, mais des fois, il recherche la solution à l'intérieur de son exploitation familiale. Mais si l'environnement de sa production pose un problème, qui est aujourd'hui beaucoup plus lié aux questions liées au changement climatique, les gens, cette dimension, ce qu'on met en théorie est 100 fois plus élevé que ce qu'on met en opérationnel, en pratique, pour trouver des réponses
tout de suite, qui servent à l'exploitation. Et c'est à ce niveau où on a des problèmes. On a ceux qui définissent les lois, c'est l'État, qui a son calendrier, qui a ses résultats qu'il attend, mais qui est carrément différent des acteurs qui vivent les problèmes. Parce qu'aujourd'hui, quand on pose le problème du nombre de personnes, et ainsi de suite, par rapport aux lois qu'on définit pour gérer, manager tout ça, les acteurs les plus concernés ne sont jamais associés à la concertation. Des fois, on les amène des solutions toutes faites qui doivent s'appliquer. Et des fois, entre ce qu'on a décidé de faire et la façon dont on doit le faire, toujours il y a un gap. Parce que ceux qui doivent l'appliquer ne sont même pas au courant de ce qu'il faut faire. Donc, l'effort qu'on doit faire, quand il parle de formation, moi je dis que c'est tout un travail de sensibilisation et de prise de conscientisation qu'on doit plus faire, et au niveau des producteurs, et au niveau des acteurs, des autres acteurs qui travaillent, qui disent qu'ils sont dans les questions de développement, qu'ils soient des agents de développement, qu'ils soient des agents de l'État, de services de l'État. Tous ces acteurs doivent être conscientisés pour une préoccupation commune. Maintenant, du moment que le problème n'est pas perçu de la même façon et partout, pour chaque acteur, on est obligé de bien circonscrire la problématique pour que les acteurs soient conscients du fait. Par exemple, vous venez dans une zone donnée au niveau du Sénégal, on essaie de contextualiser le problème et de le poser. Ça ne se passe pas comme ça au Sénégal avec les gouvernants? Non, chacun a ses fantaisies. Et tout le monde, théoriquement, c'est tout à fait bien dit. Par contre, il y a plus de 20 ans, nous, au niveau de nos organisations paysannes, on a posé le problème de la relance, de la redynamisation, la fonction de l'exploitation familiale agricole. Et c'est ça, c'est maintenant que tout le monde est orienté là-dessus, parce qu'on a essayé de lui donner un contenu qui sera le nôtre, parce que nous sommes les premiers concernés. Et dans cette dynamique, nous disons que l'agroécologie pour nous, c'est une chose qu'on a fait depuis toujours. Mais on a vu que, compte tenu des autres éléments qui influent sur nos conditions de vie, nous nous mettons dans une situation où nous avons des valeurs qui risquent d'être perdues. Nous avons des habitudes qui risquent d'être carrément bouleversées. Nous avons des insuffisances dans l'appui à ce qu'on est en train de faire. Et pourtant, c'est ce qui nous permet de vivre dans nos coins. Donc, par rapport à cette situation, quand on veut donner un contenu à l'agroécologie, c'est comment aider ces bonnes pratiques qui sont faites à l'échelle de l'exploitation familiale, comment les aider à être promus, mais comment sensibiliser les autres acteurs qui agissent à côté de nous pour qu'ils soient conscients qu'on ait un même objectif. Là, c'est très rapidement, presque on est arrivé au terme de cette émission. Abdourahmane Faye, il a parlé du législateur, de la volonté politique, qui ne sont pas associés en amont, les acteurs qui sont sur le terrain, notamment les producteurs. Est-ce qu'aujourd'hui, les pratiques, je veux dire, les pratiques telles que développées, les pratiques agricoles telles que développées au Sénégal, notamment, sont viables? Il pose un problème de fond de nos politiques publiques. Quand je disais tout de suite, quand on transite, on passe de quelque chose vers autre chose. Il faut savoir que on passe de quoi? D'une politique ou de politiques agricoles qui, pendant très longtemps, sont des politiques d'augmentation des productions agricoles. Chaque année, ce que les officiels rendent au pays, c'est nous avons produit tant. Et c'est une hausse de tant % par rapport à l'année passée et tant % par rapport à la moyenne des 5 dernières années. Donc, on a une politique orientée production agricole. Or, son analyse montre clairement que, en fait, le plus pertinent, ce n'est pas, parce que développer l'agriculture, ce n'est pas augmenter les productions agricoles, c'est développer les exploitations agricoles. Il vient de dire que l'essentiel se passe dans les exploitations agricoles. Donc la transition, c'est qu'il faut qu'on passe de politique de production agricole à politique de transformation des exploitations agricoles. Et ça, c'est tout un apprentissage. C'est pour ça que quand il dit, ça interpelle aussi les autres, parce que c'est les autres qui portent des politiques qui ont les impacts et qui ont les influences
sur la manière dont les entités de production de base fonctionnent. Une politique fondée sur les productions agricoles, c'est une politique qui est fondée principalement sur les intrants, sur le matériel. Par contre, si tu le fondes sur la transformation de l'exploitation familiale, agricole, tu veilles sur 4 choses. Tu veilles d'abord sur la terre. Est-ce que le patrimoine foncier est dans un état qui lui permet de produire ce dont a besoin l'exploitation agricole? Ce n'est pas le cas en ce moment. Dans nos exploitations agricoles, si le père disparaît, l'exploitation est morcelée en plusieurs parties. Donc, ce n'est pas une bonne logique. La deuxième chose que tu surveilles, c'est la main-d'œuvre. Est-ce que les gens qui travaillent dans cette exploitation, est-ce qu'ils ont les compétences, les capacités, les connaissances et l'expérience requises? Il ne s'agit pas de dire que c'est des connaissances traditionnelles. Est-ce qu'on essaie de jouer sur l'ensemble des registres de connaissances pour optimiser la production? Ça, c'est une deuxième chose. La troisième chose, c'est le matériel et l'équipement. Ça aussi, la quatrième chose, c'est l'eau. Si simplement on pouvait dire chaque année que cette année, il y a tant d'exploitations qui n'avaient pas accès à l'eau, aujourd'hui ils l'ont, donc ils sont sortis de cette affaire. Là, on est dans une politique de transformation des exploitations agricoles. Merci. Mais jusque-là, on ne fait que compter. Et donc, la transition, ça doit être ça. C'est pour ça que j'ai dit que c'est une question de civilisation. Elle est fondamentale, la transition. Merci Abdourahmane Faye. C'est la fin de cette émission Talk Afrique qui avait donc l'honneur et le plaisir de recevoir sur ce plateau Abdourahmane Faye. À l'instant, il est le chargé de la formation au ministère sénégal de l'agriculture. Excusez-moi. Il est également ingénieur agronome, zootechnicien, expert à l'IPAR. Avec nous également, nous avions Ibrahima Paul Tchaou. Il est donc coordinateur régional de la Fédération des organisations non gouvernementales du Sénégal, chargé de renforcement des stratégies locales d'adaptation au changement climatique. Merci donc, messieurs, d'être venus sur ce plateau de Médian TV Afrique. Grand merci également à nos équipes techniques et rédactionnelles. Merci également à vous d'avoir été des nôtres. Cette émission, vous pouvez la retrouver sur notre site internet de Médian TV Afrique. Le rendez-vous est pris pour le prochain numéro.